Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Cité du Livre. Tout de suite, voici notre sommaire. Un ancien Premier ministre vient nous parler de Napoléon, Lionel Jospin, est notre invité cette semaine pour nous parler de son dernier livre qui déconstruit le mythe napoléonien. Au programme également aujourd'hui, le deuxième épisode de notre grand feuilleton sur les maisons d'écrivains. Aujourd'hui, nous irons dans la campagne berrichonne. Regardez comme c'est beau, à l'abbaye cistercienne de Laprée, où les artistes, les écrivains cohabitent fort bien, vous verrez, avec des personnes âgées. Surprenant, vous verrez, mais intéressant. Enfin, le coup de cœur aujourd'hui d'Aurélie Marciro, la très belle BD pour enfants de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld. Mais on commence donc avec vous, Lionel Jospin, et on en est très honoré. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier ce livre, Le mal napoléonien au seuil, un livre pour casser le mythe de Napoléon qui suscite pourtant en France une telle fascination. C'est aussi cette fascination qui a été le point de départ de votre livre, cette fascination qui vous agace. Vous écrivez en introduction « Je ne discute pas la grandeur du personnage, mais précisément je la considère sans céder à cette fascination. » Oui, bien sûr, il faut regarder notre propre histoire les yeux ouverts. Et ce qui m'a frappé, et ce qui a justifié que j'écrive ce livre, c'est le fossé entre le mythe napoléonien, que certains se complaisent à entretenir, même encore aujourd'hui, et le constat des conséquences pour la France des 15 ans du consulat et de l'Empire, qui est un constat désastreux sur le plan de la position de la France en Europe, qui est vaincue, abaissée, humiliée, détestée, et qui est également négatif sur le plan intérieur, parce que derrière, il va y avoir un trouble de l'identité politique française qui va durer des décennies. Alors justement, rentrons un petit peu dans le détail de ce qu'est le bonapartisme. Pour vous, le bonapartisme, c'est d'abord un État, je vous cite, ultra centralisé, avec un lien direct, puissant, unissant le peuple à un chef charismatique. En quoi c'est malsain pour ceux qui l'ignorent et qui continuent d'être fascinés par Napoléon ? Mais c'est surtout que c'est factice, si vous voulez, parce que le lien avec le peuple, en ce qui concerne Bonaparte puis l'empereur, notamment à travers les plébiscites par lesquels il garantit en quelque sorte, ou il fait sanctionner ou sanctifier par le peuple son pouvoir, ces plébiscites ne sont pas des questions ouvertes. Elles sont des questions d'approbation. D'ailleurs, le premier plébiscite, Lucien Bonaparte, qui est le ministre de l'Intérieur, il le truque. Non pas que la réponse n'ait pas été positive, elle l'était massivement, mais il ajoute 3 millions de votes pour faire mieux, si vous voulez. Donc, grand doute. Et puis, nous sommes ici devant une chaîne parlementaire. L'autre façon moderne... le rapport au Parlement de Napoléon est quand même quelque chose de très curieux. Absolument. D'abord, il n'y a pas véritablement des élections pour les différentes chambres, puisqu'au contraire, on a une série de listes de confiance communales, départementales, puis nationales, à travers lesquelles, finalement, on coopte. Donc, il n'y a pas une élection directe par les citoyens, parce qu'ils sont devenus des citoyens depuis la Révolution française, les Français. Bref, on est quand même très, très, très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Alors, dans le livre, je vous cite encore, vous rappelez que l'Empire fut despotique et policier, et vous utilisez même le terme de dictatorial. Et alors ça, ce qui est étonnant, c'est qu'en 2014, ça continue de faire, mais alors hurler les historiens spécialistes de Napoléon que vous avez déjà ces derniers jours rencontrés sur les plateaux de télévision. Enfin, disons quelques-uns. Quand vous dites dictatorial, il y en a que ça crispe totalement. Quand même. Un régime policier, des assemblées, il y en a 3, le Sénat comblé d'honneur mais totalement soumis, le tribunat dans lequel quelques personnalités protestent au début, et donc purement et simplement on supprime en 1807 le corps législatif qu'on met en sommeil quand il s'éveille un peu et commence à émettre des points de vue. Donc le pouvoir législatif est totalement morcelé, complètement abaissé et soumis. Cela, plus le régime policier, plus la censure généralisée. Tous les organes de presse sont un censeur, payés par eux d'ailleurs, mais imposés par le pouvoir. Les profs, les artistes mis sous tutelle, c'est ce que vous racontez ? Mis sous tutelle, ou bien rassemblés à la gloire de l'empereur. Le musellement des oppositions, tout ça... ne s'appelle pas la démocratie, voire ça s'appelle la dictature. Plutôt. Et vous rappelez aussi accessoirement que la femme doit passer de la tutelle de son père à celle de son mari dans la conception de la famille, selon Napoléon. Alors, plus inédit peut-être encore, à tous ceux qui aujourd'hui continuent de dire qu'ils sont fascinés par Napoléon parce que pour eux, c'est d'abord un génie militaire, vous leur dites oui, mais à cause de cette obsession guerrière, il a fait louper à la France le coche de la révolution industrielle. Et ça, c'est intéressant. Oui, mais restons un instant sur le plan militaire, parce qu'il remporte des victoires magnifiques, dont Austerlitz est évidemment le symbole, mais au bout du compte, il est battu par tous ceux qu'il a battus. Et donc, il s'est brouillé avec toute l'Europe, dites-vous. Donc, il n'a pas eu la position de leadership. Il a dressé les peuples contre lui, alors qu'il aurait pu être un éveilleur des peuples qui
pour des élites, même pour des parties du peuple, étaient sensibles au message de la Révolution française, eh bien, il va les dresser contre lui par une politique de domination. Et quant aux vieilles monarchies, prussiennes, autrichiennes, tsaristes, eh bien, elles vont sortir puissantes, consolidées, alors que la France sera, comme je l'ai dit, vaincue. Il s'est choisi comme ennemi la Grande-Bretagne, mais au final, c'est la Grande-Bretagne qui a fait le bon calcul en termes de puissance. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne se montre, pendant toute cette période, constamment réaliste. Elle sait qu'elle n'est pas une puissance militaire, et donc elle n'envoie pas de soldats sur le terrain, sauf en Espagne, de façon prudente, et à la fin pour porter l'estocade aux côtés des Prussiens à Waterloo. Mais par contre, elle domine sur le terrain qui est le sien, à savoir les mers, et donc elle se montre réaliste. Et on peut se demander si, d'un point de vue stratégique, et en tout cas du point de vue des intérêts de la France, qui est mon angle de vision pour entrer dans ce livre, si au lieu de choisir comme ennemi obsessionnel l'Angleterre, il ne fallait pas avoir eu, au contraire, comme volonté d'essayer de trouver un compromis avec elle. Une cohabitation. Une forme de cohabitation, puisqu'après tout, c'était la deuxième puissance moderne qui commençait à inventer le parlementarisme aux côtés de la France qui avait fait la Révolution. Enfin, en tout cas, ce livre est tout à fait passionnant. Et il y a sa conclusion, bien sûr, qu'il ne faut pas manquer, puisque dans cette conclusion, vous nous délivrez quand même quelques messages subliminaux sur la période actuelle. Attention, en filigrane, à la tentation bonapartiste et populiste. Pourquoi, d'une certaine manière, il vous fallait passer par Napoléon pour attirer l'attention sur le danger de la période actuelle ? J'y suis pas venu par un saut. Je suis passé par Napoléon III, quand même. Il y a un second empire. Je suis passé par d'autres épisodes. L'épisode boulangiste, qui est une tentative c'est un bonapartisme qui échoue, vous parlez du bonapartisme, vous effleurez presque le sarkozysme à un moment, mais enfin, vous n'y traînez pas. Non, je trouve ensuite son nom chez des auteurs, mais je ne le... Vous faites ça de manière très habile pour finir, bien sûr, par ce qu'on appelle les extrêmes aujourd'hui, et ce qu'on appelle les populismes aujourd'hui. Oui, et j'ai envie de dire que contre la tentation... sinon bonapartiste au sens direct désormais, mais contre la tentation autoritariste, je crois qu'il n'y a qu'un antidote, c'est une république exemplaire. Et c'est l'occasion de rappeler ce livre. Merci beaucoup Lionel Jospin d'être venu nous en parler, Le mal napoléonien, et c'est publié aux éditions du Seuil. Petite dernière question pour finir, et vous allez comprendre pourquoi. Où est-ce que vous avez plus de plaisir à écrire ? Est-ce que c'est à Paris ? Est-ce que c'est dans votre maison de l'Île de Ré ? Est-ce que c'est ailleurs ? C'est un mélange, tout le travail préparatoire, de lecture massif, de prise de notes, de commencer, de construction des thèmes, je l'ai fait à Paris. J'ai écrit, je dirais, les 2/3 du livre, ou 60% du livre, dans l'île de Ré, l'été dernier, pendant 2 mois, ne bougeant pas de ma table, sauf pour aller me baigner ou faire du vélo. Et puis j'ai fini de l'écrire à nouveau à Paris, car je suis plus parisien que crétais. Eh bien, je vous ai posé la question parce que le sujet nous intéresse vivement ce mois-ci, puisqu'on on consacre un feuilleton aux maisons d'écrivains. Vous savez que c'est une vieille tradition française, et aujourd'hui, nouvel épisode, on vous emmène dans une sublime abbaye cistercienne du XIIe siècle, en pleine campagne berrichonne, qui accueille à la fois, et c'est assez surprenant, des appartements pour les écrivains et une maison de retraite qui mélange des genres, mais plus harmonieux, vous allez voir. Maëlys Destroyat et Jane Birman s'y sont rendus pour nous. Une maison de retraite qui accueille aussi des artistes en résidence. Un mélange des genres surprenant qui nous a donné envie d'aller voir. Nichée au cœur de la campagne berrichonne, l'abbaye cistercienne de La Prée a été fondée au XIIe siècle. Aujourd'hui, les petits frères des pauvres y accueillent des personnes âgées pour de courts séjours. Et juste à côté, habitent 3 plasticiens et 2 écrivains. Marie-Thérèse Schmitt et Virginie Buisson sont arrivées ici au mois d'octobre. D'être à proximité des personnes âgées et de pouvoir aller leur faire des lectures, les côtoyer, moi je trouve ça assez formidable quand même. On est dans une société où on essaye d'évacuer la vieillesse, la mort, et je pense que pour écrire il faut aussi se souvenir de la mort, comme les moines s'en souvenaient aussi. C'est quelque chose qui protège, je trouve. C'est pas la première résidence que je fais, mais c'est celle-ci où je me sens le plus à l'abri, en fait. Virginie Buisson est arrivée à La Prée avec un projet littéraire déjà bien abouti. 180 pages rédigées au brouillon sur les ravages de la guerre d'Algérie. Un roman intitulé « Valse lente avec les ogres ». L'auteur est une habituée des résidences d'écrivains.
Retirée dans ses appartements, elle retrouve ici une vie presque monacale. C'est important pour moi d'être dégagée des contingences et de n'avoir que le temps que je dédie à l'écriture. Et à personne d'autre et à rien d'autre. J'écris tôt le matin, je travaille à peu près 6 heures. Après j'imprime, je relis et je n'arrête que lorsque la musique est bonne, quand la phrase est juste. Quitter la ville, un appartement parisien exigu pour écrire à son aise, c'était la priorité de Marie-Thérèse Schmitt. Publiée à 2 reprises dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard, à l'après, Marie-Thérèse s'est évadée par l'écriture à Bollywood, le décor de son prochain roman. Ce que j'écris, c'est assez lent, c'est long, et j'avais vraiment besoin de garder une continuité et d'aller le moins possible à Paris, de rester le plus possible ici. On peut toujours s'isoler, ça m'est arrivé de louer des gîtes pour aller écrire, mais on ne s'inscrit pas, il n'y a pas la même reconnaissance. Quand on va dans un lieu, une résidence d'écriture, il y a une reconnaissance de cette identité-là. Or, cette identité, justement, elle est perdue dans la vie quotidienne. On travaille, on n'a pas de profession forcément liée à la littérature. Donc, en fait, tout ça reste assez secret. Moi, je ne dis rien, je n'en parle pas. Donc, heureusement qu'il y a ces soutiens-là. Marie-Thérèse et Virginie quitteront l'après en septembre prochain. Ici, elles sont accueillies en résidence longue pour 1 an, logées gratuitement. Leurs candidatures ont été acceptées parmi une 50aine de demandes. C'est un jury composé d'une dizaine de personnes, musiciens, plasticiens, auteurs et compositeurs, qui nomment les résidents. Voilà, et nous interromprons notre feuilleton la semaine prochaine puisque bien sûr et évidemment nous serons au Salon du Livre. Et bien sûr aussi on termine avec Aurélie Marciro, celle qui réussit à faire lire nos enfants et même nos ados. Salut Aurélie, avec aujourd'hui un très 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 joli récit pour enfants sur la Shoah signé du merveilleux écrivain israélien Aaron Appelfeld. Exactement, c'est un livre très fort et très poignant. Donc Adam et Thomas de Aaron Appelfeld, c'est à l'École des loisirs. Et donc c'est à plus de 80 ans que l'auteur mondialement connu, il a reçu de nombreux prix dont le Médicis étranger pour Histoire d'une vie, publie son premier livre pour enfants, un livre bien sûr en résonance avec sa vie à lui et avec son enfance. Il est né en 1932 en Ukraine et il a 8 ans quand sa mère est assassinée par les nazis. Il est déporté avec son père, il réussit à s'enfuir et se réfugie dans une forêt. Et bien c'est un peu cette histoire qu'il raconte dans ce livre, l'histoire d'Adam, que sa mère sort du ghetto, laisse dans la forêt promettant de revenir le chercher le lendemain. Il y restera des mois, rejoint dès le lendemain par un autre garçon de son école, Thomas, dans la même situation. Alors ces 2 petits garçons, Adam qui est agile, curieux, et Thomas qui est bien élevé mais qui se pose beaucoup de questions, qui est très craintif, et bien finalement ils correspondent, et c'est ce que dit Appelfeld, aux 2 visages de l'auteur, ces 2 enfants qui vont apprendre à se connaître, qui vont survivre dans cette forêt, se faire un nid, une forêt parfois accueillante, parfois difficile, et ils grandissent bien vite, ces 2 enfants de 9 ans en s'interrogeant sur la religion, sur leur rapport à la nature, et quand ils apprennent bien que le ghetto est liquidé, ils ne perdent pas courage, se répétant les paroles de leur mère adorée. Et puis ils ont des anges gardiens, une petite fille, Mina, qui ne parle pas, le chien d'Adam qui les rejoint, Miro, il rencontre un ancien professeur de français, un homme qui fuit. Ce récit a tout d'un conte en fait, mais il n'est pas triste, il est grave. Et puis le dénouement est plus heureux que la vie d'Appelfeld parce que les 2 enfants retrouvent leur maman. C'est un vrai succès à l'étranger. Ça vient de sortir. 5e, parce que c'est quand même... D'accord. Et ça va vite devenir, c'est sûr, un classique. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Ces livres, nos livres du jour, vous les retrouvez évidemment sur notre site internet lcpn.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine. On sera bien sûr au Salon du Livre. À la semaine prochaine, donc même endroit, même heure. D'ici là, lisez bien. Ciao.